Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A, comment automatiser une cédule d'amortissement pour vos revenus différés. Mon nom est Pierre Breton et je serai votre modérateur pour les prochaines 50 minutes. Avant tout, je vais partager quelques informations utiles. Un PDF de cette présentation va être créé, vous sera envoyé immédiatement après le webinaire. Donc, vous allez recevoir ça par courriel. Aussi, le webinaire est enregistré. Donc, une vidéo sera disponible et on vous enverra aussi par courriel le lien de la vidéo. Vous pourrez le partager avec des collègues si bon vous semble. Et ensuite, tout le long du webinaire, on vous invite à participer en posant vos questions par clavardage à l'aide de votre panneau de contrôle. À la fin du webinaire, on va répondre à toutes les questions. Si, par contre, on manque de temps, on arrive où on a vraiment trop de questions, on n'est pas capable de répondre, on va répondre individuellement à chaque question par courriel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez poser plusieurs questions. On va s'assurer de répondre à toutes les questions. Et ensuite, dernièrement, à la toute fin, lorsqu'on finit le webinaire, il y a un petit sondage pour vous demander votre opinion, pour savoir comment vous avez traité le webinaire. Donc, on vous demande de remplir ça sur 36 minutes et c'est important pour nous parce qu'on essaie toujours de nous améliorer. Merci bien. Là. Donc, des prochains événements. On arrive à la fin de notre saison de webinaire. On a un prochain webinaire qui est dirigé surtout, qui concerne surtout les personnes de TU, les directeurs du BI, ou si on veut, de l'analytique de l'intelligence, du business intelligence, si on veut, en bon français, désolé. Sera le 18 juin, c'est un panel. On va parler surtout de les données dans le nuage. On va parler d'architecture, de migration, de sécurité. On va répondre à toutes les questions, toutes vos questions. Et on a même aussi un expert en architecture de Microsoft qui fait partie de notre panel. Et c'est un sujet qui possiblement intéresse des personnes, encore une fois, en TI. Donc, si vous voulez le partager avec les personnes de TI de vos compagnies, ça serait parfait. Aussi, je vous invite à visiter notre page entrepôt. La page entrepôt du site web de Faction A, comme vous voyez, on a toujours les prochains événements sont affichés là, donc vous pouvez le visiter de temps en temps pour savoir vraiment quels sont les prochains événements si jamais vous ne recevez pas de courriel. Et on a aussi tous les enregistrements de nos webinaires précédents. Comme vous voyez, tous les webcasts, tous les sujets, les sujets concernant les finances et aussi des sujets de TI. On a beaucoup de contenu sur notre page entrepôt. On a aussi quelques tableaux interactifs qui peuvent vous aider. Un tableau interactif, vous allez dans le tableau interactif, vous pouvez jouer dedans pour voir les fonctionnalités et d'autres articles, des aperçus des services qu'on offre et des études de cas et des livres. Donc, je vous invite à visiter la page entrepôt du site de Faction A. Donc, est-ce que j'ai passé? Oui, il me semblait que j'avais passé une page. Ce que vous apprendrez aujourd'hui, le webinaire, comment publier des rapports financiers de manière sécurisée. On va faire tout le tour des avantages que peut offrir Power BI avec plusieurs astuces d'utilisation, surtout des cas, des exemples de ce qui concerne les finances. Et ensuite, on a une démo de l'élaboration d'une cédule d'amortissement basée sur une transaction. Les présentateurs pour aujourd'hui, on a Régent Godin, qui est cofondateur et associé de Faction A. Régent Godin a 25 années d'expérience en titre de gestionnaire, vice-président de finance. Donc, il a eu des rôles de vice-président de finance et de CFO. Donc, il pourra certainement s'identifier à les problématiques auxquelles vous faites face. Régent, est-ce que tu es avec nous? Regarde. Et là, Régent, on t'entend? Ben oui, absolument. Là, moi, j'entends bien. Bonjour Pierre. Bonjour Régent. Bon, je suis content. C'était pas moi qui aurais à faire ta partie, là, parce que là, je t'ai mal pris. J'ai aussi Marc-André Régimbal qui va se joindre à nous, qui est un conseiller en solutions analytiques chez Faction A. C'est un expert, un grand spécialiste de Power BI. C'est un MCSC, un Data Management Analytics, une certification il y a plusieurs certifications de Microsoft, mais celle-là en particulier, c'est une très grande certification. Marc-André, est-ce que tu es là, mon cher? Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, ça va bien?
Bonjour Pierre, ça va bien? Bonjour Pierre, ça va bien? Bonjour Pierre, ça va bien? Bon, ben, bonjour à tout le monde. Merci Pierre. Écoute, je voudrais juste m'assurer que tout le monde m'entend. Fait que je vais juste demander à Marc-André de me confirmer que tu m'entends bien et à Pierre de me confirmer qu'il m'entend bien aussi. Oui, Oui, je je t'entends t'entends bien. bien. Bon, ben merci beaucoup. Bon, ben écoutez, bon matin à tout le monde. Ce matin, le sujet, on va parler en fait des revenus différés. Hein. On peut parler de tableau d'amortissement, mais le tableau d'amortissement, c'est pour plus un actif qu'on a acheté, qu'on va amortir dans le temps. Un revenu différé, c'est différent. Fait que c'est ce qu'on va parler ce matin. Puis avant de vous parler de la façon de pouvoir faire la gestion des revenus différés avec Power BI, vous savez que dans les systèmes ERP qu'on connaît, ben là, j'en ai nommé quelques-uns, le SAP, Microsoft Dynamics, puis tout ça, puis Acomba, il y a des modules qui gèrent différés. Hein? Fait que, mais pour ceux qui n'ont pas acheté le module, parce que des fois, c'est un petit on n'a peut-être pas le volume pour faire la gestion des revenus différés, puis tout ça. Puis on a différents types de revenus différés, comme par exemple, on va avoir des petites ententes avec certaines compagnies de logiciels qui fait, par exemple, moi je me rappelle que nous, ici, on a un système de, de prise de temps des gens parce que les gens rentrent les heures et puis ils nous offrent des contrats 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on a des rabais dépendamment de l'engagement qu'on a fait. Puis ça, c'en est un, ça, pour eux, cette compagnie qui nous vend ça, c'est un revenu différé pour eux autres. Hein, en fait. Fait que ça pourrait être aussi des petits avantages, des petits revenus différés. On vend des choses. Nous, on vend ici, chez nous, chez Faction A, des contrats de service. Puis on a peu de revenus différés, mais on en a. Mais pas assez, par exemple, pour acheter le module. Parce que le module, c'est un peu gros, c'est un peu lourd à gérer, puis tout ça. Mais on en a quelques-uns parce qu'on a des contrats de support. Mais on n'a pas le volume nécessaire pour justement justifier l'achat de la fonctionnalité à partir d'un ERP normal. Ceci étant dit, un coup que j'ai dit que ça existait, là, fait que si jamais vous pensez que ça n'existait pas, ça existe au niveau des ERP, ces choses-là, c'est ce genre de gestion des revenus différés. Bon, maintenant, mettons qu'on n'achète pas ça, puis qu'on décide de le faire avec Power BI, il va avoir deux avantages dans le faire Power BI, c'est qu'on va pouvoir en faire une analyse après, il va y avoir des tableaux de bord, etc. Ce qui veut dire que dans le temps, on va pouvoir non seulement avoir nos revenus différés dans 2 ans, dans 3 ans, avec le volume par mois, puis les revenus qu'on va avoir par mois, mais on va pouvoir comparer ça avec un budget. On va pouvoir aussi comparer ça avec des coûts. On va pouvoir aussi comparer ça avec des appareils. Parce que si, par exemple, j'avais deux exemples ce matin. Là, le premier, c'est les téléphones cellulaires, c'est facile. Les téléphones cellulaires, c'est que ça, eux autres, des revenus différés. En fait, ils vendent des téléphones et ils vendent aussi des contrats pas des contrats de service dans leur cas, mais des contrats d'utilisation de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est rare que quelqu'un va acheter, ça arrive, là, on va juste signer un contrat, puis c'est au mois. Mais souvent, les gens vont s'engager avec un appareil. Donc, l'appareil, ben là, ça va se trouver à être un contrat de 2 ans, 3 ans. Les autres, ils en ont beaucoup, ça, c'est un bon exemple. Même ça, pour ceux qui vendent, comme je disais tantôt, nous, on vend des contrats de support, puis il y a des gens aussi qui vendent comme des abonnements dans toutes sortes de services qu'on a sur Internet, que ce soit la musique, etc., tout ça. On va vendre aussi des packages, puis on va souvent motiver le client à, par exemple, prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça aussi, ça existe beaucoup dans le logiciel, puis ça existe aussi dans la téléphonie, entre autres. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas finalement le module revenu différé? Ben, pour les gérer, ben, on va prendre toutes les transactions à partir de notre ERP. Puis les transactions qu'on va prendre, on va prendre des calendriers. Hein, on a signé des contrats. Fait qu'il y a du temps là-dedans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait qu'on va prendre tous les calendriers. On va tous prendre les produits qui sont rattachés à ça, évidemment. On va prendre peut-être le client, puis on va
on va peut-être être intéressé de mettre le budget aussi dedans parce qu'on va peut-être vouloir comparer dans 1 an, 2 ans, 3 ans les revenus prévus par rapport à ce que j'ai déjà signé aujourd'hui. Est-ce que je suis en avant ou en arrière? Ça, c'est quand même une chose intéressante. Et puis, le taux de change, bon, pour ceux qui font affaire avec plusieurs pays, là, fait que c'est assez fréquent. Donc, je vous parle quand même, là, ce que je vous dis, je sais ça d'expérience qu'on a eu avec des clients parce qu'on a quand même fait quelques implantations de revenus différés. Puis, ça, généralement, c'est le genre d'informations qui vont vouloir avoir pour bâtir la tableau de bord. Mais nous, on le fait avec Excel, là, hein, mettons. Là, on ne le fait pas avec Power BI. Si on n'a pas Power BI, on le fait avec Excel. Juste pour vous montrer qu'après, quand on va faire avec Power BI, vous allez voir le même cheminement après. Mais si on le faisait avec Excel, hein, on voudrait avoir ces informations-là après. Mon Dieu, mon son est coupé, désolé. On va peut-être les vouloir par succursale, par client, par produit, par région. Hein, on va peut-être vouloir les voir comme ça. Ben, ça, c'est mes dimensions, en fait. Fait que là, j'ai fait venir mes données. Là, je les mets par dimension. Puis après, pour les meilleurs d'entre nous, vous aurez été capable de bâtir ça ici, un Power Pivot. Puis là, il ne faut pas vous sentir mal, dans le fond, parce que 90% des clients qu'on rencontre qui ont bâti des choses avec Excel n'ont pas, ont pas fait des Power Pivots. Mais si vous avez fait ça, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les récupérer tel quel pour Power BI. Donc là, en fait, un Power Pivot, c'est intéressant. En fait, c'est la même chose. C'est qu'au centre, vous avez Fact Sales. En fait, vous avez la table de fait au centre, puis les dimensions sont alentour. Fait que la table de fait au centre, ben, dans le fond, si on se répète, c'est ce qu'on a vu avant. Hein? On va faire venir les clients, les calendriers, les contrats, etc. Puis, aux alentours, ben, c'est les succursales. Après ça, toutes les dimensions qu'on veut voir, les clients, les produits par produit, etc. Tout ça. Donc, là, on a Power Pivot. Fait que ça, c'est intéressant. On va voir tantôt qu'on peut le réutiliser. Mais ceux qui n'ont pas fait ça, Power Pivot, puis moi, j'en ai fait longtemps sans Power Pivot, ben là, je vais tout trier ça dans Excel, puis je vais mettre des fenêtres différentes pour mes produits pour éventuellement faire quoi? Ben, pour éventuellement bâtir des rapports. Un coup que je les ai tous classés par dimension, par ça, par territoire, puis tout, ben là, je vais essayer de bâtir mes rapports pour mes utilisateurs. Bon, ben là, j'ai peut-être 10 utilisateurs, j'en ai peut-être 20, puis l'utilisateur numéro 3, ben lui, c'est 3 rapports, numéro 5, c'est 10 rapports. Puis peu importe l'historique de chacun, puis les demandes de chacun à travers le temps, ils ont probablement des rapports différents. Donc là, je vais faire des rapports, puis je vais tous les bâtir pour chacun des utilisateurs. Puis on va faire très attention hein, pour que celui qui a le droit à avoir ces données-là, ben que B, s'il n'a pas le droit, qu'il les ait pas aussi. Donc, un coup que j'ai tout bâti mes rapports, ben là, la prochaine étape, ben, finalement, c'est de distribuer ces rapports-là. Bon, moi, mon premier choix, ça va dire envoyer des PDF, comme ça, les gens ne peuvent pas y toucher, c'est statique, fait que tout le monde a la même donnée, ou à peu près, tandis que si on envoie des Excel, ben, souvent, ils font des extracts de tout ça, puis là, ils vont manipuler les données, parce qu'ils vont en ajouter, ils vont faire des études de sensibilité, c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle on envoie des fichiers Excel et non pas des PDF des fois, parce que les gens ont une volonté de vouloir changer les chiffres puis de les manipuler, ben, s'il y a une manipulation après, ben là, c'est terminé. Là, après, dans les réunions, les gens, ils s'entendent pas sur le même chiffre, etc., parce que tout le monde a un peu manipulé. Mettez-vous dans une situation où ce que le mois est terminé depuis 10 jours, ben, on est tenté de mettre les ventes des 10 derniers jours parce que s'ils sont disponibles, on va les mettre dedans parce que ça va peut-être être plus pertinent lors de notre prochaine réunion. Mais la réunion, peut-être que les participants, eux, ils ont peut-être à donner 10 jours avant, ils n'ont pas mis les ventes 10 jours, ils n'ont pas mis les coûts, etc. C'est là que ça devient un peu difficile au niveau de la gestion. Bref, soit Excel ou PDF, là, on va distribuer ça aux gens. Puis un coup que c'est distribué, on sait tout ce qui va se passer après. Le téléphone va sonner parce que les gens vont nous appeler. Oui, mais je pourrais avoir les ventes dans ce territoire-là par produit, mais juste pour ce produit-là et ce représentant-là, mettons. Fait que là, on va faire des rapports d'exception qu'on appelle parce que, premièrement, ils ont un rapport statique. Si on envoie un PDF, ils peuvent pas avoir davantage d'informations que le PDF qu'on leur a envoyé. Puis s'ils ont un chiffrier Excel, ils peuvent, mais on a fait attention avec le chiffrier Excel, on l'a tout
on l'a mis sous clé, donc les gens ne peuvent pas, à part faire un extract, ne peuvent pas faire beaucoup de choses avec les autres, avec le Excel qu'on leur a envoyé, surtout pas, ils ne peuvent pas forer dans les données, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir plus de détails, ils sont obligés de nous appeler. Là, on va voir qu'avec Power BI, tout ça, on va tout éliminer ça, ça va être extraordinaire, qu'on va diminuer le nombre d'appels qu'on a. Des appels, dans le fond, pour des questions puis des besoins qui sont tout à fait pertinents. Là. Mais, avec le temps, les rapports vont diminuer avec Power BI par rapport à Excel. Je vous explique. Moi, j'avais des gens qui me demandaient, mettons, tel représentant, puis là, j'ai beaucoup des représentants d'invente, ça peut être aussi toutes sortes d'intervenants ou d'utilisateurs qui me disent, ben moi, ils me demandaient tout le temps la même donnée tous les mois. Ben, après, quand je faisais mon rapport à la fin du mois, parce que j'avais pris l'habitude de dire, OK, lui, il veut ça, je vais lui donner tout de suite. Je vais lui donner avant qu'il me le demande, fait qu'il l'a déjà. Le premier mois, ça allait bien, mais avec le temps, ça s'accumule. Fait que là, si par exemple, on prend un exemple de PDF, ben là, il y avait au début une page, après ça, 2, 3, ils peuvent se retrouver avec 15 pages. À un moment donné, c'est des rapports de 18 pages, 20 pages, 30 pages. Mais les gens t'appellent pareil, puis ils disent, écoute, hey, je voudrais avoir telle donnée pour, tu sais, dans tel truc très particulier, ben, je suis la page 18, là, deuxième colonne, c'est écrit là. Il oublie, il lit pas le rapport. Parce qu'il y a 2, 3 choses qui les intéressent dans le mois, puis c'est tout. Fait qu'on va voir avec Power BI, avec ça, on va tout éliminer ça aussi. Parce qu'en fait, c'est dommage parce qu'avec le temps, on n'est pas lu. Les gens ne lisent plus les rapports parce qu'il y a trop d'informations là-dedans. Power BI va venir régler ce problème-là en partie. Un coup qu'on a distribué les rapports, tout ça, là, c'est terminé, les gens ont, puis là, on a eu les téléphones. Bon. Là, on va juste faire un petit sondage éclair pour apprendre où est-ce que vous en êtes. Puis en même temps, vous, ça va vous donner une idée aussi des autres participants. Où est-ce qu'ils sont rendus? On va faire un petit résultat, puis on va vous le partager. Oui, puis aussi, je tiens à souligner aux personnes, si vous êtes en mode plein écran, ça se peut que vous ne soyez pas capable de remplir le formulaire. Il faut sortir du mode plein écran, puis vous allez être capable de remplir le formulaire. Donc, c'est une question très simple. Où en êtes-vous avec votre utilisation de Power BI? Comme disait Régent, on va vous partager avec vous les réponses, puis ça va vous donner une idée de voir où vous êtes rendu par rapport aux autres personnes. Donc, je vais garder encore le formulaire ouvert en quelques secondes. Je regarde si tout le monde remplit. On a encore un petit peu, on attend d'autres personnes. Laissez le temps, évidemment, de sortir de plein écran. On arrive bien, encore un petit peu. On attend encore. C'est bon. 5 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Et je ferme le sondage. Et maintenant, je vous partage les résultats. Et voilà, comme on voit, on a les deux extrêmes. On utilise encore Power BI, encore beaucoup de personnes, presque pas tout à fait le tiers. Et on utilise Power BI et tout va bien, merci. On a quand même 43 %. On a beaucoup de personnes qui ont adopté Power BI, les deux entre les deux. C'est bien ça. Et tout le monde l'a bien vu. Et voilà, je l'enlève à toi, Régent. Bon, mais merci Pierre. Écoute, pour ceux qui ont utilisé beaucoup Power BI, en fait, là, vous connaissez la puissance de Power BI et puis les avantages. Mais si vous avez Power BI, puis pour ceux qui ne l'ont pas, toute cette information est pertinente. On peut tout faire avec Power BI. On peut tout mettre dans Power BI. Ou on peut mettre des couches technologiques différentes à l'extérieur de Power BI. Je m'explique. Ici, par exemple, si vous prenez vos systèmes d'exploitation, c'est-à-dire les ERP que vous avez, SAP, toujours les mêmes, on prend les données, puis au lieu de les mettre dans Power BI ou au lieu de les mettre dans Excel, on va les mettre dans Azure Data Factory, qui est en fait un SQL Server, une base de données. Pourquoi on va vouloir faire ça? Parce qu'en fait, on va vouloir prendre toutes les données de base. Hein? Dans le fond, on prenait tantôt nos contrats, etc., tout ça. On va les mettre dans un entrepôt de données qu'on va vouloir consommer après, hein? Pour consommer pour la suite. Fait que ça prend quelque chose. Là, on va faire aussi, on va changer un peu, on va les harmoniser les données. C'est-à-dire, rapidement, là, j'ai des taxes en Ontario, j'ai des taxes au Québec, je vais vouloir éliminer les taxes. Hein, pour avoir une vente égale, pour vraiment comparer les bonnes affaires. Ça, c'en est un exemple là, de transformation de données ou une harmonisation des données. Ça, on l'a fait, on est capable de faire ça dans Excel, mais il y a des technologies, Microsoft offre ça très facilement, c'est facile de faire ça avec Azure Data Factory. En fait, c'est dans Azure, l'ancien SQL Server, dans le fond. Ensuite, la prochaine étape, bien là, on revoit encore notre Power Pivot qu'on va réutiliser aussi
ça, c'est Azure Analysis Services. Fait qu'au lieu de mettre le cube puis ces données-là dans Power BI, on va le mettre à l'extérieur. Fait que ça va être plus robuste puis ça va être stable. C'est-à-dire stable, c'est que toutes les règles d'affaires vont être là, puis ce cube-là va pouvoir servir plusieurs environnements de Power BI. Pas juste un, mais plusieurs. OK? Tandis que si on met tout dans Power BI, bien souvent, ce qu'on va avoir construit, bien, c'est un sujet d'affaires en soi. Ça va être difficile de récupérer ça dans un autre sujet d'affaires. Là, avec ça, en séparant les technologies, c'est plus facile. Parce que le cube, il y a des informations dans le cube qui peuvent, par exemple, servir aux ventes, mais ça peut servir aussi à la rentabilité, au coût, au transport, parce qu'il y a peut-être des produits qu'on veut transporter, qu'on veut bouger d'une place à l'autre. On veut peut-être faire l'analyse de ça. Il y a des données qui existent dans l'entrepôt de données qui peuvent servir plusieurs sujets d'affaires. Ça va être intéressant pour ça. Ensuite, pour terminer, ben là, après qu'on ait tout fait ça, ben là, on va utiliser Power BI complètement en avant. Puis là, Power BI va servir juste à quoi? À bâtir des tableaux de bord puis à diffuser l'information. Okay? Là, il n'y a plus rien avec, si on utilise toutes les couches de Microsoft, il n'y a plus rien dans Power BI autre que le cube qui vient alimenter le tableau de bord, qui, lui, on va diffuser, évidemment, comme vous connaissez, on va diffuser ça à travers un PBX, ou en d'autres mots, quand on rentre avec notre Active Directory le matin, on rentre dans l'environnement corporatif de la compagnie, bien là, on a passé la sécurité, bien là, on va avoir accès au tableau de bord. Puis évidemment, les tableaux de bord vont être rafraîchis à la journée, à la semaine, au mois, aussi souvent que le système opérationnel permet de le faire. Dans le fond. Si on rentre des ventes tous les jours, ben, je ne vois pas pourquoi, ou des revenus différés tous les jours, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi rafraîchir les tableaux de bord tous les jours. Puis là, le tableau de bord, bien évidemment, plus personne ne peut y toucher, mais l'avantage, c'est que les gens vont pouvoir forer dans les données. Si par exemple, mon revenu différé dans l'année numéro 2, ben, c'est combien de produits dans combien de territoires, puis c'est quoi le coût rattaché à ça pour calculer ma rentabilité, je vais être capable de le faire. Mais comme je disais tantôt, avec un rapport PDF, ben peut-être qu'on va juste envoyer, par exemple, des ventes par produit différées. Puis là, ben là, j'ai pas le coût, fait que j'ai pas. Fait que là, il va m'appeler pour avoir, par exemple, plus de rapports. Fait que dans Power BI, ça permet de tout faire ça au complet. Fait qu'un coup que j'ai monté mes tableaux de bord dynamiques, puis ça, ben là, je les ai distribués, mais je ne les distribue pas, c'est des gens qui viennent chercher leurs données. Puis, évidemment, vous auriez compris que dans Power BI, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir définir des rôles, ce qui va nous permettre de dire le A peut voir des données que B ne verra pas. Fait que là, toute l'inquiétude qu'on avait avec nos chiffres Excel au départ, puis avec notre affaire PDF, c'est de bien construire ça pour que les gens aient les bonnes données, pas que les gens voient ce qu'ils ne devraient pas voir dans le fond. Mais avec Power BI, c'est très facile. On va distribuer des rôles. Mais aussi, dans Power BI, si par exemple, on ne veut pas mettre les couches inférieures, hein, pour ceux qui utilisent beaucoup Power BI, vous savez que vous pouvez extraire des données puis harmoniser tout dans Power BI. Vous pouvez aussi, bon, évidemment, le rafraîchissement, mais l'autre chose, c'est qu'on peut mettre toutes les règles d'affaires aussi à l'intérieur de Power BI. Qui détermine, par exemple, c'est quoi un revenu différé, de quelle date, le calendrier, par exemple, financier, excusez, de l'entreprise. On va tout mettre ça dans les règles d'affaires pour que les données qu'on voit soient justes puis soient pertinentes à notre réalité d'affaires. Puis là, bon, évidemment, il y a d'autres affaires. Ce que je pourrais dire, c'est que l'extraction et harmonisation, ça se fait aussi avec les tableaux croisés, avec Excel, puis le rafraîchissement automatique aussi, ça se fait, mais c'est moins stable, c'est moins facile qu'avec Power BI. Puis les autres choses que Power BI font, bon, on le voit, la validation automatique des données, ça c'est facile, gestion simple des utilisateurs finaux, ça c'est les rôles, dans le fond, que je parlais tantôt. Et puis, l'analyse de données, par contre, c'est pas faisable avec Excel, puis c'est faisable avec Power BI. Bon, en fait, ce qu'on voit ici, c'est clair que Power BI, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, vous allez avancer, vous allez gagner beaucoup en prenant cette technologie-là, c'est sûr. Bon, évidemment, on vient ici au niveau de la sécurité, définition des rôles, c'est le fun. Hein? Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on sait que chacun a son environnement, puis tant qu'on n'a pas, puis il y a un utilisateur qui peut, on appelle souvent Power User, qui, lui, va être capable de changer le rôle. Il va y avoir une personne qui va pouvoir faire ça, personne d'autre peut toucher à ça. Puis là, je reviens avec ce que je disais avant, le Azure Active Directory, c'est le code d'utilisateur pour entrer. C'est très sécuritaire, puis c'est très stable aussi. Ça, il n'y a pas de doute au niveau de la sécurité. En terminant, au niveau de Power BI aussi, le gros avantage, c'est les alertes.
Quand je disais tantôt qu'on envoyait un rapport de 10 pages, 15 pages, 30 pages, c'est pas vrai que les gens, toutes ces données-là qui sont inscrites là-dedans, ils vont tout analyser ça tous les mois et ils vont surtout le regarder tous les mois. Je pense que ça, c'est pas vrai. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder 2-3 données. Mais avec des alertes, ils pourraient faire ça beaucoup plus facilement avec Power BI. C'est-à-dire, ben moi, là, si ça augmente, par exemple, les revenus différés, on se donné un budget, je sais pas moi, de 100 000 de revenus différés dans le 23e mois en avant, ben si on dépasse à 100 000, avertis-moi. Ou si on est, par exemple, à 50 du 100 000 à telle date, c'est parce que ça va pas bien, avertis-moi. Même chose pour les coûts. On pourrait tous mettre plein d'alertes comme ça. Mais là, c'est plus nous autres qui le gèrent. Là, c'est l'utilisateur. On va apprendre, on va entraîner l'utilisateur à mettre des alertes et à les enlever au fur et à mesure de ses besoins. Puis avec ça, ben là, il va pouvoir facilement lire le rapport parce que ça va être ses alertes à lui. Puis sa réalité d'affaires. À tous les mois, il va pouvoir changer ça. Puis évidemment, ben, on peut se faire, l'alerte elle peut arriver par courriel, elle peut arriver de différentes façons. En ouvrant votre tableau de bord le matin, l'alerte peut apparaître là aussi. Vous comprenez? Donc ça, c'est intéressant, c'est très apprécié l'alerte pour ceux qui ont déjà Power BI depuis, depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Je ne sais pas si les alertes, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, mais moi, les utilisateurs qui ont utilisé ça, ils aiment beaucoup ça. Bon, ben, en résumé, ce qu'on a fait aujourd'hui, si on prend toutes les couches de Microsoft, c'est qu'on a mis Azure Data Factory. Ensuite de ça, qui est dans le fond un SQL Server, une base de données, l'entrepôt de données. Ensuite de ça, on a mis Azure SQL DB, c'est encore un peu l'entrepôt de données, pour mettre après le cube. Hein? Ce qui est là, c'est là qu'on va mettre nos règles d'affaires, puis les dimensions, puis tout. Puis on va mettre Power BI en avant. Hein? Ça, c'est que vous avez la suite au complet. Ça, c'est très robuste. Ça vieillit très, très bien, cet environnement-là complet de Microsoft. Nous, dans le fond, Faction A, ce qu'on fait, c'est qu'on peut vous aider à mettre tout ça en place au complet. On peut vous accompagner aussi. On peut accélérer un projet en vous aidant, en complétant votre équipe. On peut carrément tout faire le projet au complet, puis vous, après ça, vous le prenez en main pour la suite des choses. Fait que nous, dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on vend des services. C'est ça qu'on fait. On ne vend pas de produits, on ne vend pas des solutions un peu tout faites là, pour des choses spécifiques. C'est comme par exemple, vous m'appelez, vous dites, ben écoute, nous, on voudrait avoir votre solution de revenus différés. On n'a pas de solution de revenus différés. On va bâtir la solution de revenus différés chez vous on va personnaliser ça chez vous selon vos besoins. C'est ça qu'on va faire dans le fond. Puis là, bien évidemment, on peut faire plein de services d'architecture. Évidemment, on est des gens d'informatique aussi. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la démo, on va partir d'un chiffrier Excel. C'est-à-dire qu'on va prendre les données, du système ERP, on les a montées dans Excel, puis après ça, on va faire le cube dans Excel, puis après ça, on va mettre Power BI par-dessus. Puis il va y avoir une partie du cube aussi dans Power BI, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va se loguer sur Excel. Souvent, les gens, c'est ça qu'ils vont faire au début. Ben, j'ai tout mon Excel monté, puis là, je voudrais avoir le tableau de bord. Ben, souvent, on va partir du haut, puis on va descendre vers le bas, c'est-à-dire on va prendre Power BI, on va brancher ça sur tous nos chiffriers Excel. Comme ça, au moins, la description des rapports va être réglée, la sécurité, la définition des rôles. Puis après ça, ben, les couches inférieures, on les installera plus tard. Ça aussi, on peut faire ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On se connecte sur un chiffrier Excel. Sans plus tarder, je vous passe à Marc-André, qui est notre technicien, notre expert en Power BI technique, qui lui a monté une petite démo qui va vous permettre de bien comprendre les revenus différés, comment est-ce qu'on monte ça, comment est-ce qu'on peut faire ça, etc. Tout ça, parce que Marc-André. Merci beaucoup, Régent. Oui, ça ne sera pas bien long. Je t'ai passé le contrôle, Marc-André. Oui, formidable. Est-ce qu'on voit bien mon écran? On voit très bien ton écran, donc c'est à toi, mon cher. Le chiffrier Excel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, ouais, comme Régent a mentionné, pour les fins de la démo, nous, on va tout simplement utiliser un fichier Excel. Ce fichier Excel-là comporte 3 tables, comme on peut voir, 3 onglets. Le premier onglet consiste tout simplement aux données relatives au client. On peut voir son identifiant, le nom du client, ainsi que la couverture du contrat en fonction du groupe de produits. Le deuxième onglet consiste tout simplement aux informations du produit. On peut retrouver naturellement son identifiant unique, le nom du produit, le groupe du produit, ainsi que le taux du revenu applicable au groupe du produit. Et puis, dernièrement, on a la table de transaction. Cette table de transaction
cette table de transaction-là, tout simplement, représente une commande qu'un client a faite pour un produit donné. Donc, si on va dans Power BI, j'ai déjà préalablement importé les tables. La première étape que je dois faire, c'est tout simplement, joindre les tables de clients et les tables de produits pour pouvoir ramener l'information nécessaire pour pouvoir créer la cédule d'amortissement. Donc, pour pouvoir joindre deux tables ensemble, je dois venir dans l'onglet Home, sélectionner Merge Queries, sélectionner mon identifiant, sélectionner la bonne table, sélectionner l'identifiant en soi, et puis cliquer sur OK. Par la suite, je dois venir sélectionner les deux petites flèches et puis mentionner les colonnes que j'ai besoin. Donc, dans mon cas ici, dans la table client, j'ai tout simplement besoin des couvertures associées au groupe de produits maintenance et support. La deuxième jointure que je vais avoir besoin de faire, c'est la jointure avec la table produit. Donc, je viens effectuer les mêmes manipulations, sélectionner mes identifiants naturels, puis sélectionner OK. Et puis, ramener le groupe de produits, puis les taux associés. Donc, à ce niveau-ci, on a l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir générer une cédule d'amortissement. Par contre, ce n'est pas possible pour moi d'assigner quelle sera la couverture ou ainsi que le taux associé à la transaction. J'ai omis de vous clarifier les règles d'affaires qui doivent être appliquées pour pouvoir établir un revenu différé. Tout simplement, j'ai deux règles d'affaires. La première consiste à on peut considérer un revenu différé si la transaction est après le 1er janvier 2018. Et puis la deuxième consiste tout simplement à on peut considérer une cédule d'amortissement des revenus différés pour seulement les produits associés au groupe maintenance et support. Donc, pour pouvoir assigner le bon taux du revenu différé, je dois venir créer une colonne personnalisée. Cette colonne personnalisée-là va pouvoir me permettre de paramétrer mes conditions. Puis, pour les gens qui sont experts en langage M, c'est beaucoup plus simple et convivial d'utiliser une colonne personnalisée. Donc, pour créer une colonne personnalisée, je dois tout simplement venir dans l'onglet Add Column, sélectionner Custom Column. Et pour la fin de l'exemple, je vais venir copier mon code ici, renommer. Puis ici, on peut voir, tout simplement, je teste les deux critères, les deux règles d'affaires que j'ai établies préalablement, qui consistent à si le groupe de produits est associé en maintenance et que la date de commande est après le 1er janvier 2018, alors je veux lui assigner le taux relié au produit maintenance. Sinon, je veux lui assigner le taux différé au produit relié à support. Puis dans le cas que c'est ni un ni l'autre, tout simplement, je veux lui assigner aucun taux des revenus différés. Puis là, on peut voir, ils sont valides, tout simplement. Mon groupe de produits est associé à un produit maintenance. Et puis, la date de commande est bel et bien après le 1er janvier 2018. Donc, mon taux serait de 0,025. Alors, j'ai le bon taux. Je vais venir convertir ma donnée. La deuxième colonne personnalisée que je dois créer, c'est tout simplement la colonne personnalisée associée à la couverture. Donc, je vais venir copier mon code ici et prendre mon nom de colonne juste ici. Tout simplement, c'est le même procédé. C'est une conditionnelle puis vient tester si le groupe du produit est d'ordre maintenance, alors je veux lui associer la couverture dans ma colonne Maintenance Coverage. Sinon, si le produit est associé à un groupe de produits support, dans ce cas-là, je veux tout simplement lui associer une couverture support. Dans le cas que c'est ni un ni l'autre, tout simplement, je veux y mettre 0. Donc, je viens convertir ma colonne en whole number.
Donc, après avoir défini quel sera le taux de la transaction, et puis, je vois qu'il y a un petit problème. Juste un petit moment. C'est bizarre. C'est tout simplement à cause de ça. Je suis désolé. Je vais le mettre ce decimal number. Ça va se corriger. Donc, là, j'ai défini mon taux et puis j'ai défini quelle sera la couverture. Je dois tout simplement venir définir ma date, mon montant relatif au revenu pour les produits maintenance et support. Donc, encore une fois, je viens sélectionner Custom Column et je vais venir mettre ceci ici. Ici, je viens tout simplement dire si le revenu différé, le taux de revenu différé est égal à 0, dans ce cas-là, je veux considérer aucun revenu différé pour cette transaction-là. Donc, on comprend bien que je veux attribuer le montant de la transaction. Puis, dans le cas que ce n'est pas égal à 0, tout simplement, je viens prendre le montant de la transaction, puis je multiplie en fonction du taux établi préalablement. Et donc, et voilà. On a les montants pour les groupes de produits maintenance et support. Après cette étape, je dois venir établir quelle sera la date de fin de couverture. Essentiellement, cette date-là va pouvoir m'être utile dans le cas de la définition de la cédule d'amortissement parce que je vais pouvoir voir à quel moment mon contrat va se terminer, tout simplement. Puis ici, on peut voir que en fonction de la date de commande, je viens tout simplement ajouter le nombre de mois nécessaires que nous avons attribué à la transaction dans la colonne Month Coverage. Je vais venir convertir ça. Il y a un petit problème. Laissez-moi juste voir. Ce ne sera pas très long. Oui, je sais pourquoi. C'est à cause de ma date. Je vais recommencer, ce ne sera pas bien long. Et voilà. Et voilà. Maintenant, ça fonctionne. Ouf, j'ai eu chaud. Donc, maintenant, je suis capable de déterminer quelle sera la date de fin de mon contrat. Puis, si on veut faire une petite validation pour cette transaction-ci, j'ai une date. La transaction a eu lieu le 31 décembre 2019. Et puis, j'ai établi que ma cédule d'amortissement serait sur 12 mois. Donc, ma date de fin de support sera le 31 décembre 2020. Après avoir établi la date, je vais enlever ça. OK, bon, là, on part sur des bonnes bases. Donc, après avoir établi ma date de fin de contrat, je viens créer une autre colonne qui va me permettre tout simplement de créer les lignes nécessaires pour la considération ou la ventilation des revenus. Puis ici, je viens tout simplement incrémenter les lignes en fonction de la couverture d'assurance, la couverture établie préalablement. Je vais venir modifier, je vais le mettre en whole number. J'ai encore un petit problème, je suis désolé, on va recommencer. Et voilà. Donc là, on peut voir, il y a une fonction de liste. Pour générer les lignes, je dois tout simplement venir sélectionner les deux petites flèches et puis cliquer sur Expand New Row. Il va nous mentionner d'insérer une nouvelle colonne et voilà, on voit la création des lignes nécessaires. Puis on peut voir que notre transaction initiale nécessitait 12 mois, donc on retrouve bien 12 lignes pour cette transaction-là. Puis là, je vais venir modifier mon type en
en whole number. Et voilà, tout est beau. Donc, après avoir établi tout simplement mes lignes, je dois être capable de créer une ligne, une colonne qui va pouvoir me permettre d'estimer quelle sera la date auquel l'entreprise va pouvoir établir le revenu différé ou considérer le revenu différé. Dans mon cas échéant, je l'appelle la revenue date. Et puis, tout simplement, je pars de la date de commande et puis je lui ajoute tout simplement le nombre de mois nécessaires que je viens de créer dans ma colonne juste ici. Et puis, je vais juste venir à modifier et voilà. Donc là, on peut voir que je viens de créer une colonne de date, puis cette date-là va être nécessaire et surtout très utilisée. C'est essentiellement la date auquel l'entreprise va pouvoir considérer le revenu différé. Et puis, la dernière colonne que je vais avoir besoin de créer, c'est tout simplement ma colonne de revenus. Je viens effectuer le même procédé, sélectionner, renommer ma colonne, puis je viens de créer une conditionnelle. Et essentiellement, cette conditionnelle-là vient tester si le mois est égal à 0, dans ce cas-là, je veux considérer aucun revenu différé. Mais dans le cas que ce ne l'est pas, je veux tout simplement prendre le prorata du nombre de mois en fonction du montant attribuable. Puis là, je vais venir convertir ça en dollars. On va revenir. Je pense que je sais pourquoi. Ça, c'est la beauté du direct. Ouais, juste ici. Là, ça va fonctionner. Et voilà. Donc là, on voit, j'ai mes répartitions ou mes montants que je vais pouvoir considérer en fonction des mois parcourus. Donc, rendu à ce niveau-ci, je peux maintenant sélectionner Close and Apply, puis j'ai en grande partie mon modèle. Par contre, je dois me créer une nouvelle table. Cette table-là va être nécessaire là, pour faire des analyses temporelles, tout simplement. Donc, j'ai décidé de créer cette table-là en langage DAX parce que c'est plus simple puis plus rapide. Donc, pour pouvoir créer une table en DAX, tu dois tout simplement venir sélectionner Modeling et puis, je vais vous montrer New Table. Je viens coller mon code DAX. Puis, tout simplement ici, je viens prendre la borne inférieure, donc la première date de revenu, et puis la dernière date de revenu pour établir mon calendrier. À noter aussi qu'on aurait pu aussi créer un calendrier fiscal ou un calendrier 445 ou quoi que ce soit. C'est possible. En fait, il faut tout simplement paramétrer nos attributs dans notre formule. Donc, après avoir créé mes dimensions nécessaires pour pouvoir analyser mes revenus différés, je dois créer mes relations. Donc, pour créer une relation, tout simplement, je viens sélectionner mes clés. Et puis là, on peut voir qu'il y a une relation 1 à plusieurs entre la table de dimension vers la table de fait. Je vais faire la même chose pour le produit. Et voilà. Et puis, la même chose pour la date. Puis, il faut s'assurer que ce soit une relation basée sur la revenue date parce que nous, on veut savoir à travers le temps quel sera nos revenus différés. Puis, si on n'utilise pas la colonne revenue date, bien, tout simplement, on va se baser sur la date de commande. Puis, on va tout le temps avoir des montants, des revenus différés basés sur une seule date. Donc là, j'ai créé mes relations. On peut s'amuser. Je peux décider de mettre un peu de contexte. Donc, si je veux savoir quel sera l'ensemble des montants pour les revenus différés par année, je vais déplacer ça ici. Donc, on peut voir que ma répartition, on est capable de le faire rapidement et simplement. Puis, si dans le cas que vous voulez avoir nos revenus différés en fonction du groupe de produits, puis d'être capable de créer une segmentation, tout simplement, ben, je viens déposer ma colonne, puis sélectionner un segment.
puis sélectionner tout simplement le segment associé au support, puis on peut voir que c'est la répartition des revenus différés à travers les années. Maintenant, je voulais vous faire une petite démo rapide de c'est quoi les transformations nécessaires, mais je vais vous montrer un résultat final auquel vous pouvez y arriver puis qu'on a implanté chez certains clients pour pouvoir être capable d'analyser les revenus différés. Donc, ça, on peut voir tout simplement la répartition des revenus différés à travers le temps, ainsi que la répartition globale sur le montant total à travers les années. On peut clairement constater que les années 2020 et 2021, c'est nos années charnières. C'est là qu'on peut voir que c'est à ces années-là que l'entreprise va considérer le revenu. Puis si on vient sélectionner notre flèche au-dessus, on peut voir la répartition du revenu. Comme dans notre cas exact, on a un revenu actuel de 72,5 et puis un revenu final, un revenu futur de 27,95. Puis là, dans le cas échéant pour l'année 2021, étant donné qu'on n'a pas complété l'année 2021, tout simplement, mon revenu différé associé à l'année 2021 pour l'année actuelle, revenu actuel est de 0, puis futur est de 100%. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que, disons-nous, je décide de me borner puis de tout simplement sélectionner mon année. Donc, si je veux voir mon revenu différé en date d'aujourd'hui, c'est quoi la répartition de mon revenu différé dans le temps? Tout simplement, on le sait que nos 2 années, comme j'ai mentionné tantôt, se retrouvent dans l'année 2020 et 2021, puis on a certains revenus différés dans le temps pour les années 2022, 2023 et 2024. Ce qui est intéressant, si je viens défiltrer, puis je décide de sélectionner une année spécifique, donc l'année 2020, je suis capable de segmenter mon revenu. On le sait que pour l'année 2020, on a un revenu différé de 6 798 $ en moyenne, comparativement à l'année passée qui est de 5 707, puis qu'il y a eu une hausse tout simplement de 94%. Basé sur ce revenu différé-là, en moyenne, le revenu actuel est de 4 899 comparativement à 3 807. Puis, pour le revenu futur, c'est en moyenne 1900 $ versus 1900 $ pour l'année précédente. Je voulais faire une autre petite démo puis vous montrer un peu la pertinence. Tantôt, je vous ai fait l'établissement en fonction d'un numéro de commande, la création des lignes. Tout simplement, si je viens me sélectionner sur un numéro de commande 123, notre input, en fait, dans notre fichier Excel, on avait tout simplement une seule ligne qui représentait notre groupe de produits, notre montant initial ainsi que la couverture. Avec les transformations qu'on a faites, on a été capable de prendre une seule ligne puis créer l'ensemble des lignes nécessaires pour pouvoir considérer ce revenu différé. Puis on peut voir à travers les mois parcourus, l'entreprise va pouvoir considérer le revenu différé aux dates mentionnées dans la colonne revenu date. L'autre point intéressant, c'est dans le cas que vous voulez faire des scénarios, des analyses ou des prévisions. Tout simplement, l'exemple typique on a eu chez un client, c'est lui voulait savoir est-ce que j'estime les bons taux, est-ce que j'établis la bonne modalité de contrat pour mes clients en place. Puis c'est quoi l'impact si j'augmente la couverture versus si je la diminue? Tout simplement, ici, on a été capable de créer un slicer pour pouvoir modifier, venir paramétrer puis modifier la couverture. Puis là, si je viens tout simplement sélectionner, je vais me défiltrer sur Product Group. Si je viens tout simplement prendre la couverture, je vais prendre mon client console. Donc lui, dans ce cas-ci, il y a une couverture initiale de 12 mois. Puis là, je décide de répartir ces 12 mois-là
puis je lui ajoute 48 mois, ben, on peut voir la répartition, puis on peut voir l'augmentation du revenu différé en fonction de ça, tout simplement. Puis dans le cas, tout simplement, si je me désélectionne de ça ici, tout simplement, si je viens décider de monter mon taux, je passe de 8% à 9%, ben, voici l'augmentation. On peut voir que ça n'a pas un gros impact, mais si on modifie le taux, ben, dynamiquement, on est capable de voir la hausse globale. L'autre aspect intéressant aussi, tout simplement, c'est si je veux venir paramétrer un seul groupe de produits, ben, je peux venir sélectionner mon groupe de produits que je désire faire mes prévisions, simplement paramétrer puis modifier mes taux ainsi que mes couvertures, puis dire, bon, ben, en fonction de mes scénarios, je suis confortable, puis je pense que l'entreprise devrait prendre cette stratégie-là pour les prochains clients qui vont avoir acheté des produits appartenant au groupe de produits maintenance. Donc, j'espère que j'ai été concis, j'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez apprécié ma présentation. Je vais repasser la parole à Régent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-André. Régent, je vais prendre le contrôle de la présentation pour que tu puisses faire le mot de la fin. Ensuite, on passera à la période de questions. Je viens de te donner le contrôle. Ah, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore? Pas encore? Non, pas présentement. Bon, attendez, je show my screen, c'est my screen. Oui, voilà. Bon, ben, en conclusion, aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de retenir, c'est la distribution des rapports est sécurisée, accessible via le web. Hein. En fait, tout cet environnement-là est très sécure avec Power BI, qui est plus difficile à atteindre avec un chiffrier Excel. Bon, plusieurs avantages, on peut harmoniser nos cédules d'amortissement. Donc, si on peut les harmoniser, on peut les analyser aussi par rapport à des budgets, etc. Fait que ça, c'est intéressant. Bon, mais évidemment, la sécurité, j'en ai parlé plus tôt. Hein, ce que vous devriez retenir en conclusion aujourd'hui, que c'est facile à gérer. Il y a évidemment des alertes. Puis, on peut utiliser nos chiffres Excel aussi avec Power BI. C'est très, très facile. C'est très naturel pour eux autres, même si moi, je considère qu'on devrait éventuellement avoir la solution complète. Ben, je la trouve plus robuste. Puis plus robuste avec une documentation aussi qui permet à n'importe quel gestionnaire de l'environnement complet de le partager avec quelqu'un d'autre. En d'autres mots, la personne quitte, la nouvelle personne qui arrive avec un environnement complet de Microsoft, c'est plus facile à gérer qu'arriver dans un chiffrier Excel, puis ah oui, il faut que je comprenne le chiffrier Excel. Je pense que vous savez de quoi je parle quand récupérer des chiffriers Excel de d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui ont quitté, puis gérer ça, puis comprendre ça, c'est pas tout le temps facile, pour dire à certains moments impossible.